Conseil national de transition présente La France libre. Les lundis, mercredis et vendredis, 20h30, 21h30. La France libre. La Constitution et la République n'existent plus. Le Conseil national de transition est la seule autorité publique, légale et légitime représentant la souveraineté nationale du peuple français, en droit français et international. C'est une organisation déclarée à l'ONU. On rappelle, toutes les mesures Covid, y compris les inoculations soi-disant vaccinales, sont des expériences médicales ou scientifiques interdites par le droit international. Il s'agit de crimes contre l'humanité. Toute personne qui vous impose le masque ou vous menace de PV ou de vous licencier pour non-respect d'une mesure Covid commet un crime contre l'humanité. Pour connaître vos droits et les faire valoir, informez-vous. www.conseilnational.fr. Rejoignez gratuitement le CNT sur www.conseilnational.fr. Les surveillants-chefs hablent et aboient, mais le peuple avance. Mercredi 20 octobre, nous sommes heureux de vous accueillir pour une heure d'information, de rubriques et de discussions. Bienvenue dans La France Libre, l'émission du Conseil national de transition. Avec nous ce soir, Bruno et Philippe. Bonsoir les amis. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Sylvain, bonsoir Philippe. Alors aujourd'hui, j'ai deux informations très importantes à vous révéler concernant l'actualité, mais quand je dis l'actualité, c'est notre actualité, l'actualité française. Première information que tout le monde doit savoir déjà, mais que je rappelle, c'est que le Sénat, avec une forte majorité, a rejeté l'obligation vaccinale qui tentait d'être imposée par le Parti socialiste, qui lui-même avait reçu ses ordres d'une certaine fraternité dont je ne citerai même pas le nom parce que tout le monde la connaît. Deuxième chose, le CNT a lancé sa grande action. Et donc, on peut maintenant révéler que 6 ministres, et pas des moindres, ont reçu une sommation du CNT. Et cette sommation a été envoyée à Jean Castex, à Olivier Véran, à Gérald Darmanin, à Lecornu, à Roselyne Bachelot et à Bruno Le Maire. Les accusés de réception sont arrivés, donc ils ont reçu. Et ça commence à faire du bruit, n'est-ce pas Philippe ? Ah bah oui, puisqu'on a appris pas plus tard qu'en début d'après-midi que justement un député a interpellé à l'Assemblée nationale d'autres députés pour dire mais attendez, mais qu'en est-il de ces sommations que nous avons reçues sous forme de questionnement ? Alors là, les députés l'ont regardé, ceux qui étaient interpellés, et ils l'ont dit mais de quoi vous parlez ? Ah si, vous êtes au courant, il s'agit de ça, j'ai les copies dans la main. Alors là, quand les copies dans la main, ça a dû jouer parce qu'ils se sont dit on peut pas la faire à l'envers en disant qu'on n'a rien reçu, quoi. Alors que nous-mêmes, on avait tout envoyé en accusé de réception, bien évidemment. Et il parlait de ces sommations que nous avons envoyées. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de faire trembler les murs, à mon avis. Là, de toute manière, on s'est mis en avant et en même temps, on se protège et en même temps, on se rend visible par rapport à notre action. Donc, c'est quelque chose de très important qui est en train de se passer. Alors, quelle a été la réponse complète ? Eh bien, ça a été de dire, ah, bah, nous prenons les documents et nous les transmettons à notre service juridique pour étude. Voilà, donc affaire à suivre. On espère que les choses vont s'enchaîner rapidement et on suit l'affaire de très, très près. Autre actualité à laquelle je pense, c'est une actualité plus américaine, donc étrangère, puisqu'il s'agit du décès de Monsieur Colin Powell, qui était, souvenez-vous, ce militaire qui avait agité une fiole d'anthrax, alors que ça devait être du bicarbonate de soude, mais en faisant passer cette fiole pour de l'anthrax, et qui accusait à partir de cette fiole le fait que Saddam Hussein était un méchant monsieur qui travaillait avec de l'anthrax et qui en plus bien sûr travaillait à construire la bombe atomique et qu'il était urgent d'aller détruire à la fois son pays et sa famille et sa personne. Ce qui fut fait d'ailleurs. Donc ce monsieur il s'est rendu célèbre à cette occasion-là et
Et il est par la suite, bien que républicain officiellement, il s'est dressé contre la politique et l'élection tout simplement de Donald Trump. Et il était en fait de fait partisan de l'équipe démocrate et de Biden en l'occurrence aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce monsieur qui était par ailleurs malade? Eh bien, il y a plusieurs hypothèses, dont l'officielle que je vais vous donner tout de suite. C'est ce monsieur, tout simplement. Pourquoi est-ce que ça ne m'est pas venu à l'idée tout de suite? Il est décédé de la Covid. Et ça, c'est la version officielle. Sachant que sa famille, au travers de son épouse, témoigne sans aucune difficulté qu'il a eu 3 piqûres contre la Covid. Donc, s'il fallait comment dirais-je, une confirmation que les 3 piqûres ne protègent pas contre la maladie Covid-19, ben voilà une au travers du décès d'un homme célèbre et médiatique. Voilà, donc c'est tout de même assez étrange de se rendre compte, plus on avance, plus on est confronté à l'absurdité d'une situation où des personnes qui nous obligent à passer par ces solutions d'inoculation, et ces mêmes personnes qui pratiquent ces solutions-là, eh bien, se retrouvent mourir de cette maladie-là. Alors ça, c'est la version officielle. La version officieuse dit autre chose. Elle dit que ce monsieur aurait tout simplement mis fin à ses jours suite à la maladie, bien entendu, mais pas seulement, parce qu'il savait qu'il allait être attrapé par la patrouille de l'armée américaine et qu'à un moment ou à un autre, il aurait dû rendre compte de ses crimes et de ses mensonges, qui sont des crimes, à Guantanamo ou ailleurs, devant un tribunal en tout cas, ne serait-ce que pour l'affaire de la fiole que j'ai citée tout à l'heure, mais il avait, à mon avis, d'autres boulets aux pieds. Donc voilà, donc ça c'est la version plus, je dirais, romanesque, parce qu'on imagine cet homme qui préfère mettre fin à ses jours et comment dirais-je, faire face à sa destinée, face à son Dieu, hein, puisque je crois qu'il était chrétien. Donc il a préféré faire face à la justice de Dieu plutôt qu'à la justice des hommes de Guantanamo. Il a préféré partir par cette porte-là. Voilà pour l'actualité telle que je l'ai perçue. Donc aujourd'hui, on est sur un thème je crois qu'il est bien connu au sein du CNT et que Sylvain va nous faire un plaisir de lancer. Je te laisse la parole, Sylvain. D'ici quelques minutes, merci Philippe. Tout d'abord, aujourd'hui se vote la prolongation du pass sanitaire et l'alourdissement des sanctions, et nous allons regarder en images le témoignage d'une infirmière par rapport au pass sanitaire. On est habitué à faire les gestes barrières, à avoir le masque, avoir le lavage des mains, l'antisepsie, etc. En tant que soignant, c'est un scandale sanitaire actuel qui est inadmissible. Vous êtes infirmière, hein? Je ne le suis plus, j'ai 70 ans et il a fallu attendre 70 ans pour manifester dans la rue. Eh oui. Parce que je suis anti-pass sanitaire. On a un système immunitaire qui fonctionne très bien, le corps humain est très bien fait et ça devrait être au médecin traitant de décider qui doit se faire vacciner ou pas. Comme l'infirmière qu'on vient d'entendre son témoignage, c'est très poignant parce que finalement elle est mise à pied, alors qu'en tant qu'infirmière, depuis toujours, on est habitué à faire les gestes barrières, à avoir le masque, avoir le lavage des mains, l'antisepsie, etc. Donc pour traiter toutes sortes de maladies. Et le Covid n'est pas pire que les autres. Voilà, la preuve en est, c'est qu'on a fini par reconnaître que ça n'était pas, que les vaccinés pouvaient transmettre. Et aujourd'hui, parce qu'on n'a pas de vaccination, donc pas de passe sanitaire, nous, on ne peut plus pénétrer dans un restaurant. Or, c'est peut-être un vacciné qui va nous contaminer. Donc, c'est une réalité. Et ça, il y a tellement, moi, depuis 18 mois, je me tiens régulièrement informée et je suis scandalisée par la tournure que prennent encore les événements aujourd'hui. La chouette qui hurle, je connais déjà fait. Merci. C'est pour ça que vous êtes dans la rue. Tout à fait. Vous avez attendu 70 ans pour être dans la rue. Exactement. Et c'est pas fini. Mais non, à la semaine prochaine. Cette dame a attendu 70 ans pour être dans la rue et apparemment c'est pas fini. Elle n'est pas pour le pass sanitaire et on la comprend. Personnellement, je la comprends. Oui, bon, on fait plus que la comprendre. On a fait ces analyses avec cette dame parallèlement et même en amont. Voilà, après, c'est toujours la même chose. Hein, pourquoi expliquer pourquoi cet événement arrive? Qu'est-ce qu'il cache? Est-ce que c'est de l'incompétence? Est-ce que c'est de la mauvaise gouvernance, etc.
Voilà, c'est la question que cette dame ne pose pas. Elle se dit scandalisée. Alors, être scandalisé en France, c'est une sorte d'état second chez les Français. Dès que quelque chose ne va pas, on est assez souvent scandalisé. C'est pas une façon de me moquer de cette dame, hein, pas du tout, hein. Je suis moi-même, j'ai été, je suis encore par instant scandalisé, mais un petit peu moins qu'avant, parce que quand on a la grille de lecture des événements qui nous traversent, on s'aperçoit que se scandaliser ne suffit pas. Se scandaliser fait partie de ce qu'on attend de nous. En plus, c'est un piège. Et l'excitation est un piège, l'énervement est un piège. Chaque fois qu'on descend dans les rues pour manifester de façon un petit peu bruyante, etc., on se fait piéger avec le risque de subir des violences qui plus est, etc., etc. Donc tout ça est dangereux. D'abord, c'est dangereux physiquement, comme je viens de le dire, puisqu'on peut être réprimandé par la patrouille au sens propre du terme. Et puis c'est dangereux politiquement, parce que tant qu'on râle, tant qu'on se sent piégé, tant qu'on se dit scandalisé, eh bien ça veut dire qu'on est encore vivant et qu'on bouge encore et qu'ils peuvent encore nous taper encore un peu dessus, quoi. Voilà, donc c'est très intéressant ce témoignage, effectivement. Merci à toi. D'ailleurs, on peut dire que les gens sont souvent scandalisés depuis 1973, parce que c'est depuis 1973 qu'on nous dit tous les ans qu'on est en crise. Ça a commencé avec la crise du pétrole, soi-disant, et ça a commencé en même temps, comme par hasard, en 73, avec ce fameux accord qui a été passé avec les banques privées pour que les États empruntent aux banques privées et plus aux banques centrales. Et ça a été après confirmé par le traité de Maastricht. Donc, on nous fait croire qu'on est en crise depuis 73. Donc, ce n'est pas étonnant que les Français râlent et que les Français soient scandalisés parce qu'il y a de quoi. Il y a de quoi. Voilà. Pour les Français, ça devient la crise de nerfs. Excusez-moi du jeu de mots. On va essayer d'imaginer un monde idéal et on va le définir dans quelques instants. Le mercredi soir à 20h30, le Conseil national de transition présente La France libre. Des discussions, des rubriques, de l'information. La démocratie, au sens étymologique du mot, désigne le gouvernement du peuple par le peuple. L'idéal démocratique est né du rejet de la loi du plus fort et de la hiérarchie sociale au profit des principes d'égalité et de liberté. Il n'est pas sans intérêt de rappeler au préalable qu'être citoyen signifie justement posséder le droit, sinon le privilège, de participer librement à la vie de la communauté politique à laquelle on appartient. Cette participation se fait d'abord par la discussion avec les autres membres de la collectivité pour déterminer les paramètres du bien commun, parce que le dialogue, fondé sur la tolérance, le respect et l'empathie, permet de concilier davantage les intérêts individuels et l'intérêt général dans l'esprit d'une coexistence harmonieuse et pacifique. Plusieurs études contemporaines ont démontré que la participation des citoyens dans l'élaboration des solutions aux problèmes de leur communauté comporte d'énormes avantages. Cela permet d'éveiller les consciences et de développer la compétence civique en faisant reculer la frontière de l'ignorance. Cela favorise également l'esprit communautaire, lequel exige confiance, coopération et compromis entre les individus. Cela améliore enfin la prise de décision, la rendant plus juste, plus rationnelle, plus adéquate, plus acceptable et mieux acceptée. À cet égard, il est intéressant de noter que les plus récentes recherches en politique publique sur l'architecture sociale révèlent que, appelés à définir le bien-être au XXIe siècle, les citoyens eux-mêmes soulignent l'importance de développer des occasions significatives d'engagement et de participation civique. Le sujet de ce mercredi soir, dans une vraie démocratie, les citoyens ne votent pas, ils décident. On peut commencer par là, effectivement, hein. Les citoyens ne votent pas, ou certains d'entre eux ne votent plus. Ça, c'est un constat, hein. On a tous eu envie à un moment donné de se dire, de toute manière que je vote blanc, rouge ou noir ou bleu, il va se passer des choses que je n'ai pas choisies, donc c'est très 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 lassant. Et bon, alors bien sûr, il y a des gens qui votent pas depuis très longtemps parce qu'ils sont contre tout ce qui est pour et pour tout ce qui est contre, hein. Il y a des natures comme ça. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la plus grande partie des Français, je peux dire la majorité, puisque dans certaines élections, on s'aperçoit que la participation est de l'ordre de 20%, ce qui est très faible, hein. Donc les gens ne vont plus voter. Donc, est-ce qu'ils se disent que c'est pas la peine d'aller voter parce qu'on n'est justement pas en démocratie? Est-ce que par hasard, ce serait pas ça le sentiment profond qu'ils ressentent? Est-ce que ça serait pas là-dessus qu'il faudrait les interroger par un référendum ou par un sondage ou ce que vous voulez? Ben non, justement, on va surtout pas faire en sorte, hein, que ce soit là-dessus, puisqu'on s'aperçoit que lorsqu'il y a des manifestations dans la rue pour justement qui servent d'exutoire à une colère, à une juste colère, comme on l'a vu tout à l'heure avec cette dame infirmière, par exemple, mais pas seulement, il y a d'autres sujets, évidemment, le prix du carburant notamment, le coût de la vie en général, bien sûr. Eh bien, cette juste colère, elle est pas prise en compte. Et non seulement elle n'est pas prise en compte, mais quand on voit les conclusions qui sont tirées par la gouvernance en place aujourd'hui, qui consiste à dire « Ah, il y a des gens dans la rue, qu'à cela ne tienne, je vais gonfler le nombre de policiers. »
Et non pas, qu'à cela ne tienne, je vais aller écouter ce qu'ils ont à me dire et puis essayer de rentrer dans un dialogue et trouver des solutions. Voilà, donc on a fermé la barrière. Il y a quelque chose d'extrêmement rigide, d'extrêmement mécanique, d'extrêmement dur qui est en train de se passer aujourd'hui, avec l'accompagnement d'une stratégie, parce que c'en est une, de tyrannie sanitaire, stratégie de tyrannie sanitaire, c'est-à-dire faire porter la responsabilité à un petit virus dont cette dame disait elle-même qu'il était parmi les autres, mais pas plus que les autres, eh bien, lui faire porter une responsabilité telle que ça va justifier la privation des libertés des Français jour après jour, disposition après disposition, etc., etc. Donc, on ferme. On a l'impression d'un magasin qui est en train de fermer et qui pousse les gens dehors. Vous savez, alors dehors, il fait froid, dehors, c'est pas bien, on n'est pas bien dehors, etc. Donc, voilà. Donc, on est dans cette logique-là aujourd'hui. On est arrivé à un bout de quelque chose. Alors, dans une démocratie, effectivement, les citoyens ne votent pas. Alors, je viens de dire un petit peu par contre-pied qu'ils ne votent plus parce qu'ils en sont un peu dégoûtés. Mais dans l'idéal, évidemment, le vote des gens du peuple, tout simplement, le corps électoral, hein, tout simplement, eh bien, fait partie tout naturellement de la légende, carrément de la démocratie. On peut dire la démocratie, 2 points, la légende. Tout le monde va voter. En tout cas, toutes les personnes qui ont le droit de vote. Les femmes, les plus de 18 ans, les hommes, évidemment, que l'on soit handicapé, quels que soient ses revenus, même si on a des dettes. Tout ça, c'est des choses que je liste parce que c'est important. Dans l'histoire, il y a eu des moments de l'histoire, même assez récents, où on ne pouvait pas voter si on avait des dettes, si on n'avait pas payé ses impôts, si on n'avait pas un revenu annuel supérieur ou égal à tel temps de francs, tant de milliers de francs. Il y avait quand même des conditions. Donc, il y avait le suffrage censitaire, donc il fallait respecter le sang. Bon, voilà, il y a eu des évolutions dans l'élasticité de la démocratie et avec la plus ou moins grande prise en compte de la base, c'est-à-dire de l'ensemble des Français, hein, puisque à ces époques-là, il y avait 40 millions de Français à peu près, au 19e siècle en particulier, lorsque la misère était à son comble et que les ouvriers ne pouvaient pas voter, ils ne participaient pas du tout à l'électorat, enfin d'élection, pardon. Voilà, donc il y avait justement que quelques citoyens privilégiés qui pouvaient voter. Là, je parle des solutions quand on était sous une royauté, ça a été pareil quand on était sous l'Empire. Et puis en 1848, à la Révolution, il y a eu à nouveau la récupération du vote possible par les ouvriers, mais à des conditions extrêmement strictes, même expliqué, fait par Victor Hugo, qui était aux affaires avec Lamartine, puisqu'on a dit que ce gouvernement de 1848, c'était le gouvernement des poètes. À un moment donné, en tout cas, c'était des humanistes à coup sûr, et même eux n'envisageaient pas de faire voter tout le monde, car eux se disaient, mais le peuple ne sait pas lire, ne sait pas écrire, c'est une catastrophe, il va choisir n'importe qui, il vaut mieux restreindre la capacité d'élire. Hein, voilà. Aujourd'hui, on raisonne différemment, on dit, ben, là, tout simplement, l'éducation a fait son œuvre, la technologie a fait son œuvre aussi, qui permet à chacun d'accéder à des informations importantes. Donc, on préconise que tout le monde puisse voter parce que tout le monde a la capacité cognitive et intellectuelle de voter, tout simplement. Et là, ça fait une force, ça fait une vraie force. Sauf qu'aujourd'hui, presque pas encore pire qu'hier, on a le sentiment d'être dans un carcan qui nous fait sortir de toute logique démocratique. Voilà, donc démocratie, ou que ce soit la démocratie ou la République, qu'en France, on a pris l'habitude de numéroter, hein, comme, je sais pas moi, des versions ou des tomes d'un roman. C'est peut-être ça, d'ailleurs, le roman national, c'est à numéroter des moments de l'histoire de France, comme on numérote les républiques. Et voilà, et donc on en est à la 5e, quand la 6e. Et est-ce que ça, c'est la preuve de la démocratie? Ben, pour un certain nombre de personnes, oui, c'est même l'horizon indépassable de la démocratie, car en France, nous avons une tradition révolutionnaire. Et à partir de cette tradition révolutionnaire, on parle de tradition de liberté, et c'est même inscrit dans nos registres, et c'est même inscrit dans nos devises. Liberté, égalité, fraternité. Il n'y a pas si longtemps que ça, quelqu'un, je ne sais pas qui, un auteur sûrement, m'a fait découvrir que l'idée que je me faisais de ce triptyque, qui constitue la devise des Français et de la France, n'était pas forcément celle que j'avais. Par exemple, la liberté, c'est la liberté, c'est le capitalisme libéral qui est en cause. Ça n'est pas notre liberté individuelle. C'est cette liberté d'entreprendre. C'est cette liberté de ne tenir que de la loi du marché. C'est la liberté de fixer soi-même les prix. C'est ça, cette liberté-là qui était en cause. C'était une liberté par opposition au pouvoir royal qui effectivement empêchait le développement
un petit peu trop important de certains entrepreneurs. Alors évidemment, ça pouvait être les Robins, les juges, comme on les appelait à la fin du XVIIIe siècle, mais ça, c'était surtout des bourgeois, des grands industriels, ceux qui allaient devenir les grands industriels du XIXe siècle, avec le décollage de la première révolution économique, par opposition aux autres. Donc voilà. Donc ça, c'est cette liberté, c'est plus une liberté d'entreprendre, une liberté pour les riches, dont les riches vont profiter, c'est sûr, en créant des réglementations économiques et techniques qui étaient tout à leur avantage et qui ont plongé dans la misère ces fameux ouvriers, ces fameux artisans qui étaient protégés avant la Révolution française par le corporatisme, ce mot étant devenu péjoratif avec le temps, mais ils étaient protégés par comme on dirait aujourd'hui les syndicats, mais c'était quelque chose de bien plus fort que les syndicats. Et ils ont été précipités du monde rural ou du monde de l'artisanat dans le monde de l'industrie où il n'y avait plus de règles pour les salaires. Donc, ils étaient payés de misère. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur la démocratie, sur d'où elle vient, où elle va, quel est son but et comment elle est manipulée, manœuvrée au fur et à mesure des événements historiques qu'on a découverts, en tout cas en France. Alors, on a aussi, dans un passé beaucoup plus récent autour de nous, l'histoire de tout ce qui concerne ce qu'on appelle encore aujourd'hui les pays de l'Est de l'Europe, les pays de l'Est à l'époque, tout court, ce qui faisait partie de ce qu'on appelait le bloc soviétique. Alors, nous parlons pour les plus anciens d'entre nous, mais les plus jeunes ne le savent peut-être pas. C'était des républiques démocratiques. C'est-à-dire que là, on avait les tout en un. En France, on a la République. On sous-entend qu'il y a une démocratie derrière. Dans ces pays, on avait la République, mais la démocratie aussi. Alors là, c'était très compliqué. Alors, c'était quoi la démocratie et la République? C'était tout le monde sur le même pied d'égalité, absolument tout le monde, sauf évidemment une nomenclatura, ce qu'on a appelé en russe nomenclatura, c'est-à-dire une élite de ceux qui mettent ces règles au point et qui les font respecter surtout. Et puis pour l'ensemble, les 95% de la population, eh bien, c'est coupe réglée, c'est revenus pour tout le monde, les mêmes revenus pour tout le monde, qu'on soit intellectuel, qu'on soit manuel, machin. C'est pareil, c'est tout le monde pareil, et on obtient de la part du gouvernement qui devient le papa, qui devient voilà le sorte de père de famille de chaque être humain. Eh bien, on obtient de lui des subsides à minima, c'est-à-dire qu'on est content quand on ne meurt pas de faim, on est content quand on ne meurt pas de froid, etc., etc. Donc ça fait que des gens contents, en fait, d'être toujours vivants, quoi. Voilà. Pour autant, est-ce que ça fait des gens heureux? Évidemment, ça n'est pas mon avis et je pense que c'est pas l'avis de plein de gens. Donc voilà, donc qu'est-ce que la démocratie? C'est bien entendu de donner un pouvoir de choix au plus grand nombre, c'est-à-dire au peuple, ou aux Français en l'occurrence, de façon non pas à faire n'importe quoi, comme justement on le craignait en 1848, on craignait que si on donnait le droit de vote à la classe ouvrière, ça allait donner du grand n'importe quoi. Eh bien, c'est pas pour faire ça, non, c'est pour faire des choses tout à fait raisonnables. Avec le temps, un pays comme la France, qui a pris l'habitude d'une gouvernance par la démocratie et la République, je pense qu'il y a une sorte d'éducation populaire qui fait que les traditions s'installent et les peuples savent jusqu'où on peut aller, dans un sens ou dans l'autre. Aujourd'hui, les peuples sont défiés sur leur bon sens. Simplement leur bon sens, même pas leur intelligence. C'est-à-dire qu'on dit des choses qui sont à l'envers, le peuple ne comprend pas. Un jour on lui dit blanc, le lendemain c'est noir, on ne comprend toujours pas. Donc aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que le bon sens, qui était le minimum comment dirais-je, du bon sens politique, enfin en disant de la bonne politique faite par les politiciens professionnels, c'était effectivement de se mettre au diapason de la pensée populaire pour se dire, si on fait comme ça va aller, si on fait comme ça va pas aller. Donc voilà. Et donc, on a eu toute une série de politiciens qui devenaient des pater familias, dont on a gardé les souvenirs en bien, évidemment. Il y a beaucoup de personnes encore aujourd'hui qui s'accrochent à l'image de Charles de Gaulle. Il y a beaucoup de personnes qui s'accrochent, même encore aujourd'hui, à l'image de M. Mitterrand, qui s'accrochent à l'image de Debré, voilà, Pompidou pour certains, et puis des ministres, et puis Pinet également, et puis Mendès France. Donc, tout ça, ce sont des figures tutélaires je dirais, de la France d'après la Deuxième Guerre mondiale, et qui sont toutes des repères moraux, bien souvent, parce qu'on suivait non pas la politique d'un homme, mais on suivait le charisme d'un homme, les idées d'un homme, le regard d'un homme, la droiture d'un homme, et on y allait ou on n'y allait pas, quoi. Aujourd'hui, tout ça a changé. On nous oppose des systèmes, toujours encore plus de systèmes, et de moins en moins d'hommes seuls, indépendants, ou qui soient à la manœuvre. Chaque fois que quelqu'un est en passe d'être accusé de quoi que ce soit dans le domaine public et dans le domaine politique, automatiquement, il est changé par un autre, il va se cacher et il reviendra blanchi dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années. Donc voilà, donc on est sur des logiques
qui ont totalement évolué. Et justement, il s'agit aujourd'hui de faire revenir un petit peu toute cette agitation, car c'en est une, de la faire revenir, non pas comme avant, parce que j'ai souvent l'occasion de dire ici que le but du CNT, c'est pas de faire du comme avant, hein, c'est de faire du différent, on est bien d'accord, mais de récupérer les outils minimum ou minima qu'on est en train de nous voler pour faire de la démocratie, effectivement. Hein. Voilà ce que je veux dire en préambule par rapport au sujet. Merci Philippe. Moi, je vais prendre ta suite pour déjà parler de la définition du mot démocratie. Démocratie, ça veut dire le pouvoir du peuple. Donc, on devrait commencer par le commencement. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que dans l'histoire, le peuple a déjà eu au moins une fois le pouvoir? Quand on regarde dans toutes les civilisations, sauf si on remonte à l'époque des cavernes où on avait des petites tribus, mais qui avaient quand même un chef, ben, on n'a jamais eu vraiment de pouvoir appartenant et dirigé par le peuple. Alors, le problème qu'on a, c'est qu'on va souvent avoir des gens qui vont nous dire, oui, mais par exemple, en France, vous avez 67 millions de personnes et tout le monde pense différemment. Donc, ça deviendra, sinon l'anarchie, du moins le chaos. Donc, l'idée que nous avons eue au CNT, c'est tout simplement du fait que maintenant, comme tu disais Philippe, les gens sont instruits, les gens peuvent s'instruire, que ce soit par Internet ou par d'autres moyens, donc chacun peut exprimer ses idées. Alors, comment faire justement pour que ça ne soit pas le chaos? Bien, il y aura toujours, je dirais, une structure qui peut s'apparenter à une structure pyramidale, sauf que nous, ce qu'on propose, c'est que dans la pyramide, eh bien, il y ait les gens d'en bas, entre guillemets, d'en bas, des gens du peuple, qui puissent monter en haut et participer aux décisions et prendre les décisions. Et on s'est aperçu, quand on a mis en place les expérimentations de commission qu'on a fait au niveau du CNT, on s'est aperçu que ça marchait très bien. Effectivement, on réunit par groupe de 8, 30 ou 40 personnes qui pensent tous différemment. Ben, on s'aperçoit qu'à partir du moment où chacun discute calmement, où chacun, je dirais, travaille sur un thème bien choisi, on s'aperçoit qu'après discussion, si tout le monde agit d'une manière honnête et claire et sans se taper dessus, eh bien, on s'aperçoit qu'on arrive toujours non seulement à un compromis, mais en plus avec des idées nouvelles qui apparaissent. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où on a des citoyens qui se réunissent et qui agissent notamment au niveau de commission à la place de ce qu'on a actuellement, c'est-à-dire des ministres, eh bien, on s'aperçoit qu'on arrive à des bons résultats malgré ce que certains peuvent penser. Alors, effectivement, c'est quand même important de comprendre qu'on n'aura pas 67 millions de personnes qui vont dire chacun ce qu'ils vont décider. Mais on s'aperçoit de toute façon que sur un sujet donné, si on prend la population générale de 67 millions, il y a quand même un certain nombre de catégories de personnes qui pensent pareil. 3, 4 ou 5 catégories. Et finalement, à partir du moment où on va faire un tirage au sort parmi les gens qui sont volontaires, ben, on s'apercevra que de toute façon, dans ce tirage au sort, on aura toutes ces catégories qui seront représentées. Donc, on aura une discussion directe qui se fera au niveau de l'État par des gens vraiment du peuple. Alors que jusqu'à maintenant, on avait toujours des élus qui étaient des gens élus sur un programme et qui finalement les trois quarts du temps ne réalisent pas ce programme et pendant leur période d'élection, les citoyens ne peuvent pas intervenir. Alors, c'est vrai aussi que la plupart des révolutions ont été faites par un petit groupe de personnes. Si on prend par exemple la Révolution française en 1789, ce n'était pas les paysans dans leurs champs qui ont fait la Révolution, c'était un petit groupe de bourgeois. Donc, ils ont imprimé leurs idées et les autres n'ont pas eu droit à la parole. Donc, on peut dire que la Révolution française n'a jamais été aboutie à ce qu'elle aurait dû être, c'est-à-dire un pouvoir du peuple. Même les Girondins qui voulaient décentraliser ont été stoppés par les Jacobins qui ont créé vraiment un pouvoir extrêmement centralisé. Et en fait, on a changé simplement d'oligarchie, c'est-à-dire on est passé des nobles qui avaient le pouvoir, on est passé des nobles vers les bourgeois et après vers la franc-maçonnerie et d'autres systèmes qui ont monopolisé le pouvoir au niveau de ce qu'on a appelé la République, mais ce n'est pas le système idéal. Le système idéal, c'est que ce soit vraiment le peuple qui gouverne sans intermédiaire. Et la clé pour ça, c'est justement de permettre aux gens du peuple
de se porter volontaire, et que dans les volontaires qui se sont déterminés comme volontaires, il y a un tirage au sort, et que dans ce tirage au sort, on ait des gens qui viennent faire les lois au sein de commissions qui remplacent les ministères. C'est tout simplement et très clairement le programme du CNT. Donc, ce n'est pas, pour répondre à des objections qu'on entend des fois, ce n'est pas le chaos, ce n'est pas l'anarchie, ce n'est pas une nouvelle république, c'est un nouveau système où c'est vraiment le peuple qui aura le pouvoir. Et quand tu parlais, Philippe, du communisme, le communisme, même actuellement avec le Parti communiste chinois, qui a redonné, parce qu'il était obligé de le faire, un pouvoir de capitalisme à son peuple, donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de Chinois qui se sont enrichis, mais malgré tout, ils ont la liberté de s'enrichir, mais par contre, ils n'ont pas la liberté politique. Donc, c'est toujours une oligarchie qui domine. Et ça, on l'a vu dans l'Union soviétique. Soi-disant, c'était la dictature du prolétariat. Ce n'était pas du tout la dictature du prolétariat, c'est devenu la dictature d'une oligarchie. Et le mot dictature, de toute façon, ne colle pas, parce que ça veut dire que c'est une seule idée qui s'impose. Et actuellement, en France, on est dans la dictature de la pensée unique, imposée par l'oligarchie qui prétend nous gouverner, alors qu'en fait, elle se gouverne uniquement elle-même contre l'intérêt de la population. Donc, au CNT, c'est complètement l'opposé. Au CNT, notre idée, c'est de permettre à la population de pouvoir s'exprimer directement. Démocratie directe. Même en Suisse, où on a les référendums très souvent, entre chaque référendum, le peuple ne s'exprime pas directement. Il y a un conseil fédéral, et dans le conseil fédéral, il y a souvent des gens qui font partie de l'oligarchie, notamment des banques. Donc là aussi, la liberté est confisquée. Alors, ce n'est pas une utopie, ce qu'on veut mettre en place, parce que c'est tout à fait possible. Maintenant, chaque citoyen est instruit au moins d'un minimum, chaque citoyen peut se renseigner sur Internet, et si par exemple, un ouvrier va être tiré au sort parce qu'il s'est porté volontaire, de toute façon, il aura dans la commission qui va faire les lois, autour de lui, il aura à la fois des experts, parce qu'on aura un tiers d'experts qui sont des gens qui sont choisis mais sans conflit d'intérêt. Il y aura des gens qui sont des retraités, des sages, qui sont là pour apporter une certaine modération. Et puis, il aura autour de lui d'autres personnes tirées au sort parmi tous les types de professions. Donc, à partir de là, automatiquement, c'est comme un sondage, sauf que ça sera grandeur réelle. Donc, automatiquement, on aura des résultats qui correspondent exactement à ce que veut la majorité de la population. Et on aura donc des lois qui correspondront bien plus qu'actuellement au désir de la totalité de la population. Alors, c'est peut-être un peu technique ce que j'ai dit là, mais en fait, pour nous, c'est le meilleur système. On n'a pas trouvé mieux actuellement, et dans le monde, personne n'a réalisé encore cette façon de fonctionner au niveau de la gestion d'un État. Que ce soit au niveau des communistes qui mettaient l'État au-dessus de tout, et donc, comme tu disais, Philippe, tout le monde était au même niveau égal, donc on est des moutons, voilà. Et que ce soit au niveau du capitalisme forcené, où on a l'inverse, on a des gens qui s'enrichissent fortement, des grosses fortunes, et qui écrasent les autres. Alors que l'idée de base au départ du capitalisme, d'ailleurs, comme ça a été dit aussi avec Jean Robin quand on a fait l'émission avec lui, l'idée de base du capitalisme, c'est des gens qui se mettent ensemble pour créer un projet, et à partir de là, qui peuvent se développer librement sans nuire à qui que ce soit, et qui doivent profiter des bénéfices d'une société, alors qu'actuellement, les actionnaires sont souvent des gros actionnaires et ce ne sont pas les employés qui en profitent. Alors que dans la participation, on a à la fois les actionnaires, mais on a des employés qui sont eux aussi actionnaires. Donc, c'est un peu le même système au niveau démocratique qu'on doit mettre en place, c'est-à-dire que chacun va participer librement, et au lieu de parler de pyramide, on parle plutôt d'un rectangle vertical où on a des gens en bas, mais des gens en haut qui sont des gens en bas, et avec une circulation de l'un à l'autre en permanence. Et là, l'information circule. Alors que dans une pyramide, c'est toujours le chef qui décide, et en bas, entre les deux, vous avez des sous-chefs et des hauts fonctionnaires qui font aussi un petit peu ce qu'ils veulent et qui déforment les informations. Donc, ça ne circule pas, et donc les choses n'avancent pas. Alors que l'humanité, c'est un grand cerveau collectif, et ces cerveaux, ils ne s'expriment pas comme ils pourraient, et s'ils s'exprimaient vraiment comme ils pourraient, là, on aurait une explosion de créativité, et on passerait immédiatement au 3e millénaire.
Voilà ce que je voulais dire. Philippe, je te repasse. Merci beaucoup. Oui, tout à fait. Alors, il y a beaucoup de choses sur lesquelles rebondir. On ne va pas refaire de l'histoire, mais quand même, on a déjà fait le constat qu'il y avait une évolution au niveau de la connaissance, de l'information par rapport aux gens qui sont comme vous et moi, on va dire. On est égaux devant la télévision, on est égaux devant la compréhension de ce que les journaux veulent bien nous dire, on est égaux devant les documents livres qui sont mis à notre disposition pour peu de frais, et on est égaux devant le temps qu'on peut passer à s'enrichir l'esprit. Alors, certains le font plus ou moins, ça c'est la liberté de chacun, mais il faut quand même bien reconnaître que par rapport à d'autres époques antérieures, pas si anciennes que ça, nous sommes privilégiés de ce point de vue-là, puisque nous avons accès à l'information et à la connaissance. Quand je dis nous, c'est l'ensemble de la population, à 80%, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc c'est ça le véritable changement, il est là. Tout à l'heure, j'ai parlé du sens du mot, du mot liberté. Alors, c'était plutôt le capitalisme libéral qui était en question. Et justement, puisque Bruno, tu fais allusion à Jean Robin, qui nous a expliqué lorsqu'il est venu sur ce plateau que les moments où la liberté avait été le plus importante, c'est lorsque justement le capitalisme a été au top et que là, la liberté a été maximum. Alors effectivement, elle a été maximum. Par contre, la liberté de qui? La liberté des entrepreneurs, la liberté des ceux qu'on appelait des capitaines d'industrie, c'est-à-dire qui montaient des usines, hein, bien évidemment, avec ce fameux boom industriel, avec la production de charbon, avec la production d'acier, etc. Donc, c'est ça la liberté. Est-ce que tout le monde, je veux dire la grande majorité de la population a été plus heureuse du fait de l'industrialisation? Alors, je veux bien entendre que, effectivement, au jour d'aujourd'hui, nous sommes plus heureux parce que nous avons l'électricité, nous avons le chauffage, nous avons toute une série de mises en confort qui n'existaient pas au 19e siècle. Oui. Pour autant, est-ce que le sentiment de bonheur, je parle bien de sentiment de bonheur, est ancré en chacun d'entre nous aujourd'hui? Je pense pas. Sinon, les gens ne seraient pas dans la rue. Voilà. Donc, il s'est passé quelque chose entre le moment où les capitaines d'industrie ont monté les choses, entre le moment où l'industrialisation de l'Occident a permis une marche en avant énorme de l'Occident par rapport à l'Orient en particulier, qui prenait un peu de retard à ce moment-là. Ça, c'est vrai. Donc ça, c'est par rapport à la liberté. Et par rapport à l'égalité, je voulais aussi un peu dire la même chose. C'est-à-dire que si on est trop dans l'égalitarisme, on bascule dans ce qu'on appelle aujourd'hui le communisme. Hein. C'est-à-dire que chacun, non seulement est à la même enseigne que l'autre, quelle que soit sa compétence, quel que soit son âge, quelle que soit sa taille, quel que soit son sexe, etc. Et il est guidé entièrement, il est chapeauté par l'État qui sert de protecteur universel en quelque sorte et aussi de maître universel. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie égalité, et on n'en veut pas plus de cet égalitarisme-là que voilà. Et fraternité, ben tu as cité également Bruno certaines sectes qu'on peut désigner comme secrètes, en tout cas très discrètes, qui résonnent en fraternité, mais en fraternité non pas de cœur ou de consanguinité, mais en fraternité d'âme, en fraternité d'action. Voilà. Donc, est-ce que c'est de cette fraternité-là qu'on nous parle ou pas? Moi, quand je mets ces trois mots de cette devise merveilleuse, hein, qui sont liberté, égalité, fraternité, je m'aperçois qu'en fait, elles sont réversibles. Le sens de ces mots est réversible et qu'il est à double tranchant. Est-ce qu'on ne serait pas en permanence sous une forme de manipulation qui fait que notre cerveau ingérerait en quelque sorte des textes subliminaux qui nous feraient accepter notre sort parce qu'il y a une telle façon de liberté, parce qu'il y a une telle façon d'égalité et parce qu'il y a une telle façon de fraternité? Je pose la question. Aujourd'hui, on peut effectivement se la poser, car ce qui est en cause, c'est l'augmentation de la connaissance, je l'ai dit tout à l'heure, mais surtout l'augmentation de l'intelligence, tout simplement. Parce que quand on devient plus savant, on devient plus intelligent, c'est naturel, hein, c'est tout à fait naturel. Et ceux qui nous gouvernent, qui jusqu'à présent avaient le monopole de cette intelligence, eh bien, se retrouvent dans des situations où parfois ils sont pas plus intelligents que nous. Voilà. Mais ils sont dans des situations de monopole de fait, ils sont dans des situations de propriétaires de fait, et donc ils doivent à un moment donné prendre des dispositions contre celles et ceux qui montent en quantité et en nombre. Nous sommes 7 milliards sur la Terre quand nous en étions que 5 il y a 2 siècles. Pardonnez-moi. Et donc, ils doivent, à un moment donné, soit se protéger, soit mettre des barrières, soit trouver des solutions pour faire autrement avec cette immense masse
qui certes représente de l'oxygène à consommer, qui certes représente de l'agriculture consommée, mais justement, tout ça, c'est de la consommation et tout ça, c'est aussi de la production. Donc, ça devrait rassurer tout le monde en disant, on fait tourner le système. Rien que le fait de naître fait de moi un consommateur qui va permettre de produire des biens et qui va permettre d'enrichir la planète, etc. Eh bien non, c'est pas le raisonnement sur lequel nous sommes je dirais en phase en ce moment. Hein. Ce raisonnement, il est différent. On le voit écrit, on l'a vu écrit sur des pierres taillées, non pas gravées dans le marbre, mais dans le granit en l'occurrence. Eh bien, des pierres qui nous expliquent à coups de marteau et de burin que il faut réduire la population de 7 milliards à 500 millions, par exemple. Ah bon, qui a décidé de ça? Évidemment, ceux qui tiennent le manche, hein, c'est pas vous et moi. Hein. Donc, sûrement qu'à un moment donné, ils ont dû se réunir quelque part sur un lieu quelconque de la planète pour décider de tout ça, c'est-à-dire de cette politique malthusienne qui consiste tout simplement à réduire la population. À réduire la population, il y a plusieurs solutions. Soit on lui envoie des bombes sur la figure, ce qui a très bien marché en Moyen-Orient, etc. On la terrorise en plus, on l'empêche de se développer. Soit en l'empêchant de naître, tout simplement. Donc, moi, je serais machiavélique, mais peut-être je me disais que si on, sous couvert de vouloir vacciner la population contre un danger réel ou un demi-danger viral, eh bien, si j'étais machiavélique, je me dirais, si je mets dans la seringue des choses dont je ne parlerai à personne, mais qui vont faire en sorte qu'en un seul coup, je vais éteindre la race en une génération, c'est-à-dire que je vais priver la race humaine d'une reproduction à laquelle elle a droit, eh bien, là, j'ai gagné le cocotier, quoi. Qui se pose cette question aujourd'hui? À part nous, à part les gens du CNT. Qui raisonne avec une distance aussi grande en se disant, mais voilà, le projet, il est là. Je dirais le rapprochement des points entre les Georgia Guidestones que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire ces pierres sur lesquelles on a gravé un certain nombre de choses, et puis je dirais ce qu'on vit aujourd'hui au niveau des contraintes vaccinales et des contraintes d'inoculation, eh bien, il y a un lien peut-être direct. Alors, est-ce que c'est conspirationniste? J'en sais rien. Mais est-ce que ça vaut pas le coup de se poser la question plutôt que bêtement se dire tous les matins, je fais confiance à ceux qui me gouvernent, je trouve que ce qu'ils font est absolument génial, il n'y a aucun problème dans la vaccination, il n'y a jamais d'effet secondaire, on connaît parfaitement les effets à long terme, bien que ces produits n'aient pas obtenu d'autorisation de mise sur le marché. Enfin voilà, il y a toute une façon de raisonner à l'envers, en quelque sorte, qui fait de moi alors, on entend souvent le mot mouton. Alors, je suis pas très favorable à ce mot mouton, parce que les moutons, ça réfléchit aussi de temps en temps, les moutons. Alors là, on a l'impression qu'on réfléchit plus, c'est-à-dire qu'on s'adresse à la partie du cerveau qui ne réfléchit plus, même si les gens sont devenus plus intelligents qu'avant. Ils sont plus intelligents qu'avant, mais aujourd'hui, on fait en sorte d'oblitérer cette intelligence et de ne s'adresser qu'à la partie du cerveau qui n'a pas besoin d'intelligence. Surtout pas, car si on a besoin d'intelligence, à ce moment-là, on va se retourner contre ceux qui nous tricotent ce destin. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, les moutons, ce sont pas des êtres humains qui seraient un peu bébêtes, qui oublieraient de réfléchir. Je ne partage pas cet avis. Je pense plutôt que ces personnes sont tout simplement des personnes qui sont perdues, qui sont dans l'expectative, qui sont dans le questionnement et qui avancent parce qu'elles ne voient pas d'autre solution que d'avancer, quoi. Hein, comme des moutons, effectivement. Et on peut aussi bien avancer vers un destin brillant qu'on peut avancer vers l'abattoir. On est bien d'accord là-dessus. Donc nous, évidemment, on préférerait un destin brillant. Et puis, il y a des personnes qui sont perdues et qui avancent vers l'abattoir parce qu'elles se laissent imposer un certain nombre de règles par un processus démocratique, parce qu'il faut quand même bien retomber sur nos pattes. Elles ont élu un certain nombre de personnes qui non seulement leur expliquent que les raisons pour lesquelles elles ont été élues ne correspondent pas du tout à l'intérêt de ceux qui les ont élues, pourtant pour ça, mais qu'il y a d'autres choses, des contraintes extérieures qui font qu'il va falloir raisonner autrement, changer les périmètres, prendre des sécurités, faire jouer le principe de précaution, que sais-je encore, de telle sorte on va faire totalement différemment. Et puis surtout, on va prendre des alibis, on va prendre des parapluies, c'est-à-dire qu'on va se cacher derrière des choses pour pouvoir justifier absolument tout en tant que politicien professionnel, pour pouvoir me couvrir de tout, c'est-à-dire ne prendre que zéro risque, au cas où ce que je aurais fait en tant que politicien venait à être nuisible pour la population qui m'a élu. Et voilà. Et donc, on est dans ce jeu-là. Donc, on est plus dans un jeu paternaliste. On n'est plus dans un jeu de relation intelligence à intelligence, bon sens contre bon sens. Alors, le bon sens, c'est un mot, c'est une expression que j'aime bien, sur laquelle, si vous voulez, on peut s'arrêter 2 minutes.
parce qu'on dirait qu'il y a le bon sens et le mauvais sens. Alors, oui, il y avait une publicité à une époque, le bon sens près de chez vous, c'était pour une banque, et on voyait une flèche. Donc, le sens, ça donne une direction. Le bon sens, je suppose que c'est la bonne direction. Et le bon sens, c'est quelque chose dont on a besoin, dont on va faire étalage, lorsque, notamment, nous serons dans les commissions avec les personnes qui auront été tirées au sort, et dont nous réclamons le bon sens, justement. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie que ce soit des cerveaux, des têtes pensantes dans le domaine pour lequel elles auront été appelées et requises. On n'a pas envie de ça. On a juste envie que ce soit des gens qui viennent en tant qu'êtres humains avec la valeur du bon sens. Et le bon sens, c'est quelque chose qui n'est pas forcément commun à tout le monde, je suis désolé de le dire. Le bon sens, c'est quelque chose qui est très culturel. Le bon sens, c'est les Français qui raisonnent tous de la même façon. Les Anglais disent d'ailleurs pas le bon sens, ils ont une expression totalement différente pour parler du bon sens, ils disent les common sense. Ça veut dire le sens commun, c'est-à-dire le sens, l'impression, la réaction que tout le monde a à un tenté, quoi. C'est pas tout à fait la même chose. Tout à l'heure, Bruno disait que les Français étaient tout à fait différents les uns des autres et qu'ils arriveraient jamais à se mettre d'accord lors d'une élection, lors d'un vote. Eh ben, il a réduit au bout de quelques minutes, il a réduit sa réflexion en disant, ou il l'a augmenté en disant, finalement, il n'y a que 3 ou 4 catégories de personnes qui, globalement, pensent de la même façon, mais différemment entre les catégories, bien sûr, mais ça ne fait que 3 catégories, ça en fait pas 150, faut pas exagérer non plus. Et je suis bien d'accord avec ça. Quand on traite un problème, surtout s'il est de nature politique, on se trouve confronté bien souvent à 3, voire 2 branches, hein, pas 150. Donc voilà, donc le bon sens, il dit quoi? Eh ben, il dit que je vais voter à gauche ou je vais voter à droite. Sauf que, dans le cas de la République, ça nous emmène vers du 51% d'un côté et du 49% de l'autre. Ah! Alors, est-ce que ça veut dire que la moitié des Français est dressée contre l'autre moitié? Bizarre, ça, quand même. C'est très, très, très bizarre. Est-ce que cette élection, par des représentants, elle va être significative de ce que pensent les gens qui sont allés voter? Ben, on voudrait bien, mais malheureusement, on constate quoi? Bon, on constate qu'il y a la moitié des Français qui pensent que l'autre moitié, c'est que des imbéciles. Et ça, est-ce que c'est de la bonne gouvernance? Est-ce que ça procède de la bonne logique? Ben, je pense pas. Je pense que quand on veut décider de son destin, excusez-moi, on ne vote pas, on décide. Et comment on fait pour décider? Eh bien, on crée des majorités fortes. Sinon, on décide pas. Sinon, on s'oppose les uns les autres. Sinon, on se met en demeure qu'à la prochaine élection, on va détricoter tout ce qui a été tricoté le coup d'avant, quoi. Et on recommencera le coup d'après. Donc ça, c'est pas des décisions qui engagent un peuple. C'est pas des décisions qui ont quelque chose de pérenne, qui ont quelque chose d'encourageant. Ce sont des décisions qui nous garantissent que rien ne va jamais bien aller. Est-ce qu'on veut garder ça? Ben non, au CNT, on dit non. On veut que les personnes décident. Et pour décider, je le répète, il faut des majorités fortes. Alors, majorité forte, c'est combien? Ben, c'est les 3/4. C'est 67 à 75% selon les cas. C'est soit 2/3, soit 3/4. Voilà, selon les choses pour lesquelles on souhaite décider. Ouais, ben alors, comment va-t-on faire pour passer de 41,59 à 67 ou 75%? C'est juste pas possible avec les Français. Mais attendez, mesdames et messieurs, c'est possible avec tout le monde, à condition que les questions soient posées de la bonne manière. Ça coupe. On fait toujours un silence là, quand on dit ça. Si les questions sont posées de la bonne manière, il n'y a pas de raison que des personnes qui sont d'accord pour du bon sens, et là je reviens au bon sens, eh bien ne votent pas à 75% pour un choix. Il n'y a pas de raison. Tout est là-dedans. En fait, le rôle des personnes qui vont faire voter la Cour suprême du peuple souverain ou qui vont faire voter des lois dans les commissions, eh bien, ces personnes, elles auront pour principale qualité, je dirais, de mettre en avant des solutions qui soient leaders et non pas des solutions qui se valent toutes les unes les autres. Bien entendu qu'il est important d'entendre les avis de chacun. Bien entendu qu'on va agrémenter l'avis principal avec quelques éléments des avis secondaires. Pourquoi pas? On a le droit de faire des mélanges de cuisine, bien sûr, mais à un moment donné, il va falloir choisir. Il va falloir élire ou il va falloir décider. Donc, on ne vote plus, on décide. On décide avec une majorité forte. Si cette majorité n'est pas atteinte, c'est qu'on a mal posé la question et on recommence l'exercice. Et ça, c'est fondamental. Ça. Et ça, c'est vrai avec n'importe quelle population, je peux vous assurer, qui se sentent
qu'en cohérence, bien évidemment, hein, puisque il y a aussi des notions de cohérence, des notions de nation, c'est ça. C'est un peuple qui dit je veux vivre avec mon voisin ou je veux pas vivre avec mon voisin parce qu'il parle pas la même langue, parce qu'il il mange pas la même chose que moi et parce qu'il rit pas les mêmes choses que moi. Et qu'en plus, il a pas la même religion que moi. Alors vraiment. Donc, j'ai rien à faire avec ce voisin-là. J'ai pas envie de faire des lois avec lui. J'ai pas envie de décider de quoi que ce soit avec lui. Voilà. Par contre, si on a défini des zones, on va les appeler comme ça. Alors, bien sûr, ça suppose des frontières, puisque sans frontières, il n'y a pas de nation. Et qu'à l'intérieur de ces zones, on est à peu près d'accord pour dire, bah oui, on est capable de vivre ensemble parce qu'on a la même religion, on croit dans les mêmes choses, on parle la même langue, on mange les mêmes choses, on rigole les mêmes choses. Bon, c'est le petit village gaulois d'Astérix, vous l'aurez reconnu. Eh bien, à partir de là, on est capable de prendre des décisions au travers du vote. On est capable de faire en sorte qu'il y ait une unanimité ou quasi-unanimité. Est-ce que tout le monde est d'accord pour protéger la forêt? Oui, tout le monde est d'accord. Est-ce que tout le monde est d'accord pour faire en sorte que les exploitations forestières prévoient, par exemple, le remplacement des troncs tous les 30, tous les 40, tous les 50 ans? Peu importe. Oui, tout le monde est d'accord parce que ça tombe sous le sens, c'est de l'écologie immédiate, c'est de la proximité, c'est pas loin de moi, c'est à côté de moi, etc., etc. Donc, faire ce genre de choix, c'est quelque chose de relativement simple. Quand les populations vont voir un maire en se scandalisant, en disant, mais monsieur le maire, vous vous rendez compte, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Alors avant, monsieur le maire justifiait son attitude parce qu'il y avait des raisons supérieures qui faisaient que. Et qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? Ben, sur les maires des petites villes dans lesquelles je suis moi-même, je sais qu'il y a quelques années, le maire décidait, plus ou moins bien, en fonction de paramètres qui étaient parfois un petit peu obscurs, mais il décidait, lui, le maire. Aujourd'hui, le maire ne décide plus. Le maire porte plainte contre la grande ville voisine qui a pris les prérogatives sur sa commune et qui s'est permis de mettre des systèmes de circulation qui sont totalement cuits par-dessus tête, qui n'ont aucun sens et dont tous les habitants se plaignent. Oui, ils se plaignent auprès de qui? Ben, auprès du maire, parce qu'ils ont gardé l'habitude de râler auprès de monsieur le maire. Donc, monsieur le maire, il est en train de faire un procès à l'association de communes, la communauté de communes à laquelle il appartient, hein, parce que ben, dans sa propre rue, ça circule mal à cause de décisions qui ont été prises en dépit du bon sens. Et tiens, on retrouve le mot bon sens. C'est important, ça. Voilà. Donc, quelquefois, on se dit, ben, si on mettait un enfant au gouvernement, ça se passerait mieux que de mettre certains politiciens. Ben, oui. Oui ou non. Parce que les politiciens, ils font des choses qui nous échappent, mais qui nous échappent jusqu'à un certain point. Si on creuse, si on va chercher les informations, si on essaie de comprendre pourquoi les choses se sont passées comme ça, eh ben, on a toujours une réponse. Et en général, on n'est pas déçu. Je veux dire par là qu'on a une réponse qui est « Ah, d'accord, j'avais pas imaginé que ce soit ça ». En général, ça tourne toujours autour d'histoires d'argent. Alors, public, privé, comment on passe de l'un à l'autre, et pourquoi pas personnel. Ça, voilà, j'ai rien dit. Hein. Donc voilà, donc il y a toujours ça. Alors, comment on fait, nous, au sein du CNT, pour lutter contre ces phénomènes naturels qui s'appellent tout simplement la corruption? Parce qu'on n'est pas plus malin que les autres, hein, on n'est que des êtres humains. Donc, au sein du CNT, non seulement comment dirais-je, on va pas élire, on va pas voter, mais on va décider. C'est-à-dire que c'est la majorité du peuple qui va décider de quelque chose qui soit parfaitement clair, parfaitement limpide et facile à mettre en œuvre parce que tout le monde est d'accord pour le faire. Alors, ça me fait penser un petit peu au rond-point à fleurs. Vous savez qu'on avait vu fleurir dans les années 80 ces fameux ronds-points à fleurs dans les quartiers, dans n'importe quel village. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de prérogatives qui avaient été descendues au niveau des mairies, qui n'existaient pas avant, notamment pour tout ce qui concernait la partie routière, aménagement des routes, de la maréchaussée. De la chaussée, pardon. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, à un moment donné, le maire a eu de l'argent à mettre dans différentes choses. Et comme ces différentes choses, personne n'était d'accord et que ça posait toujours un problème et qu'on avait toujours l'impression que c'était le monsieur le maire qui s'en mettait plein la poche, le maire, qu'est-ce qu'il faisait? Il dit, puisque c'est comme ça, je vais faire travailler l'industrie locale, je vais faire un super rond-point à fleurs qui va faire travailler l'industrie locale et surtout, ça va se voir. C'est-à-dire, on va dire, ah, ça, c'est le rond-point à fleurs du maire, monsieur machin, telle année, il était bien son rond-point à fleurs. Et il s'est mis à fleurir au travers de la France des ronds-points à fleurs. Voilà. Alors, je dis pas que c'est inutile, les ronds-points à fleurs, hein, mais je dis que c'était une façon de dépenser son argent qui était un petit peu limitante parce que cet argent aurait pu être employé à faire autre chose. Mais donc, qu'est-ce qu'on a derrière tout ça? On a un défaut de dialogue, on a un défaut d'entente, on a un défaut de parole qui a conduit à faire en sorte que le maire excédé et à bout de nerfs, si je puis dire, a décidé de faire comme ses collègues, fais un rond-point à fleurs, tu n'auras pas d'ennui. Et il a fait des ronds-points à fleurs. Voilà. Donc, on les a vus fleurir dans toute la France. Donc, s'il faut sortir de cette démocratie à minima, qui consiste à ne faire que des choses qui se voient, pour que les gens aient l'impression que monsieur le maire fait quelque chose, et puis surtout qu'on a fait travailler l'industrie locale du transport, qu'on a fait travailler l'industrie locale des travaux publics, c'est très bien, effectivement, mais c'est suffisant. Donc, voilà, c'est ça la question. Donc voilà, là, j'ai fait une digression sur la démocratie, la République.
Il y a aussi quelque chose qui autrefois était contre l'idée d'une démocratie dans un pays qui était trop grand en démographie, c'est-à-dire où il y avait trop de gens, quoi. C'est-à-dire, sous-entendu, on ne peut pas être dans un choix partagé, en quelque sorte, si on est trop nombreux. C'est très compliqué. Voilà, ça c'était quelque chose d'assez facilement dans les esprits, y compris au temps de la royauté, où même les rois se posaient la question quelle était la meilleure gouvernance pour que tout le monde soit heureux, ou à peu près heureux, quoi, que les paysans et les ouvriers mangent à leur faim, que les nobles puissent faire ce qu'ils avaient à faire, et puis, comme on dit chez moi, les vaches étaient bien gardées et tout le monde était content. Voilà. Alors, mais faire une démocratie, même intellectuellement, c'était compliqué, quoi. Alors, le seul exemple qui existait depuis le 15e siècle, on va dire, ou le 14e siècle, c'était la ville de Venise, en Italie, qui justement était basée sur un système d'électif, sur un système dit démocratique. Mais c'était pas le peuple qui choisissait, c'était les différentes confréries, je ne sais plus comment on les appelait, mais c'était quelque chose, c'était les élites qui se cooptaient à un moment donné par un jeu assez compliqué d'élections internes, c'est vrai, mais ça restait restreint à l'élite. Voilà, c'était pas le peuple de Venise qui élisait le doge de Venise, bien au contraire, hein. C'était un entre-soi total où un certain nombre de personnes de l'élite élisaient avec une mécanique assez compliquée, une mécanique électorale, qui élisait le doge de Venise. Voilà le seul exemple que nous ayons de république, puisque on appelait ça la République de Venise, mais ça n'était pas plus révolutionnaire que ça. C'était un mot qui n'avait absolument rien d'original, absolument rien de, comment dirais-je, de provocateur non plus, puisque Louis XIV parlait très, très volontiers de la République. Sauf que la République, dans sa bouche de roi, ça voulait dire la chose publique, étymologiquement. Et la chose publique, c'est l'intérêt du royaume. L'intérêt du royaume, c'est bien entendu l'intérêt de Louis XIV, bien sûr, mais c'était aussi l'intérêt comment dirais-je, de la pérennité du pays France au sein d'une entité qui s'appelle l'Europe, dans laquelle il y avait un gros morceau qui s'appelait les Habsbourg, tout simplement, hein. C'était les mêmes problèmes qu'au temps de Louis XIII, son papa, hein. Donc, il fallait faire pièce contre un certain nombre d'envahisseurs ou de potentiels envahisseurs. Il fallait être fort d'un point de vue militaire, il fallait être fort d'un point de vue mécanique, et il fallait, mécanique, je veux dire économique, mais mécanique aussi, et il fallait être fort également sur les mers, qui était un enjeu de plus en plus fort, puisqu'il fallait aller aux Amériques, puisqu'il fallait se battre contre les Anglais, puisqu'il fallait créer une marine. Voilà tous les points sur lesquels il fallait être très, très fort. Donc voilà, la République, quel intérêt? Je veux dire, personne n'a jamais réclamé une République en France, même avant 1791. C'est un mot qui n'était même pas dans les oreilles de qui que ce soit. Donc voilà, et ça a été fait. Ça a été fait pour mettre en avant, alors bien entendu, la liberté du peuple, c'était marqué sur les bandeaux, mais c'est pas le peuple qui a eu la liberté, c'est les personnes dont j'ai parlé tout à l'heure qui ont eu effectivement la liberté d'entreprendre et de gagner de l'argent. Le ministre de je ne sais plus quel roi qui disait travaillez et enrichissez-vous. Il parlait pas aux ouvriers, hein. Il parlait aux ouvriers, ils travaillaient, mais ils s'enrichissaient pas beaucoup. Par contre, les capitaines d'industrie travaillaient aussi et eux faisaient beaucoup d'argent. Et ça, c'était la doctrine de Guizot, hein. Donc, il fallait aller vers le libéralisme, le capitalisme libéral, pardon, que je viens de redéfinir. Voilà, donc la démocratie dans tout ça, quel est l'objectif de la démocratie? C'est de rendre du bonheur à ceux qui sont tout en bas, en leur donnant déjà la possibilité de choisir, la possibilité de décider, et surtout pas la possibilité d'avoir des représentants, parce que ça fait déjà un certain nombre d'années, voire de siècles, qu'on est sevré, enfin en tout cas on est véritablement confronté à cette logique de la représentation qui ne fonctionne plus, Elle a fonctionné, c'est-à-dire qu'à une époque de notre vie, on avait le droit d'aller interpeller son élu, on avait le droit d'aller interpeller comment dirais-je, Son député. son député, merci, et on avait le droit même d'interpeller le président de la République quand il était dans une salle de spectacle. Je dis ça parce que je sais pourquoi je le dis. Aujourd'hui, tout ce populisme-là, c'est-à-dire ce lien direct entre le peuple et ses gouvernants, qui descendait de la tradition du lien avec le roi, parce que je rappelle que le roi était le garant du peuple et du bonheur du peuple autrefois, eh bien, ce lien quasi divin, et il s'est effiloché, il n'y a plus de lien divin. Il n'y a plus de lien divin avec rien du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus affaire qu'à des systèmes. Donc, si le système fonctionne bien, si le système rend aux hommes du bonheur, moi je dis vive le système, hein. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est l'Europe dans laquelle il y a pas d'élection, justement. Personne n'a décidé de rien, personne n'a élu personne. Et personne, voilà, n'est en capacité de dire. Et quand on décide, lorsqu'on revient notamment
enfin, lorsqu'on va comment dirais-je, au référendum de Lisbonne, au traité de Lisbonne, j'y arrive, où là, c'est le peuple français qui, effectivement, 3 ans avant, ayant été invité à donner son avis, c'est si rare que ça vaut le coup d'être souligné, dans une logique démocratique, et qui donne son avis, et qui n'est pas d'accord avec la proposition de base, celle qu'on aurait bien voulu lui faire voter. Et le peuple ne vote pas. Alors ça, c'est mince, c'est raté, quoi. Bah oui, les politiciens, ils n'ont pas respecté la règle qui consiste à dire je veux pas de majorité à 50, 51, 49, je veux des majorités fédératrices, etc., etc. Et dans le cas de l'Europe, on a obtenu que de l'inquiétude d'un côté, de l'autre, on a eu du dogmatisme et ça a donné 54% contre et 46% pour. Ah, voilà. Et il a donc il aurait dû falloir tout recommencer. Or, non, dans un premier temps, Jacques Chirac a acté le fait que les Français ne voulaient pas rentrer dans l'Union européenne et il a conduit les choses en tenant compte de ça. Mais quand 3 ans plus tard, hein, ayant changé de président, on est tombé sur M. Sarkozy, il semblerait désormais évident qu'une des missions principales de M. Sarkozy, c'était à l'époque de renier la parole et les choix des Français. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est l'erreur absolue, c'est le déni absolu de démocratie, où là, on se prend un vote par des représentants des Français qui vont aller à l'encontre de ce que les Français avaient déjà décidé 3 ans avant. Bravo. Là, on est où? On est dans quoi, là? Alors, j'ai beau entendre que on commence à perdre le lien démocrate de demain, le lien, comment dirais-je, républicain depuis la loi, je ne sais plus laquelle, mise en ordre par Monsieur Balladur, etc. L'article, je ne sais plus quoi, selon laquelle, comment dirais-je, les règles de sécurité, c'est-à-dire l'état d'urgence, excusez-moi, je cherche mes mots, l'état d'urgence, qui était une règle exceptionnelle dans le cadre du terrorisme international, qui est un autre fléau à paralléliser avec la Covid-19, qui d'ailleurs s'est substitué comme dans un scénario. Hein, maintenant, ce n'est plus le terrorisme, c'est la Covid. À cette époque, c'était le terrorisme. Et pour lutter contre le terrorisme, on faisait des lois antiterroristes qui venaient dans la Constitution, mais dont on s'apercevait au fur et à mesure du temps que si on avait dépassé le temps constitutionnel, car il existe un temps constitutionnel au-delà duquel on ne peut plus continuer de vivre dans une société qui vit sous la pression d'un terrorisme et sous la pression de lois, voilà. Eh bien, si on dépasse ce temps, eh bien, ma foi, on dépasse la Constitution et on la fait écrouler, quoi, de fait. Il n'y a plus de Constitution puisqu'on ne la respecte pas. Voilà, donc ça, c'est ce qui peut être dit. Nous, on dit autre chose. On dit qu'en 2008, eh bien, tout simplement, en reniant la parole des Français, il y a un déni de démocratie, et qu'en 2008, de toute manière, la Constitution et la Ve République se sont écroulées. Voilà. Et à partir de là, il aurait fallu, en bonne logique démocratique, faire des constats, dire, voilà, tout s'est écroulé. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous ramener aux urnes pour que vous choisissiez la France de demain, car c'était ça l'enjeu, c'était de rechoisir tout, sachant que les Français avaient fait table rase de tout ce qu'on leur avait proposé. Ils avaient dit non, tout simplement. Donc ce bel ensemble dogmatique qu'on entendait depuis les années 50 au sujet de l'Europe et de ses vertus, tout ça a fini en cul-de-sac, parce que les Français ont dit non. Et ils n'ont pas été les seuls, d'ailleurs, il y a eu les Néerlandais qui votaient à peu près à la même époque et qui ont réagi absolument de la même manière. Donc, on est tombé dans un déni de démocratie. Et là, cette démocratie-là, elle s'est écroulée. Cette forme de démocratie s'est écroulée. Alors, c'est là qu'intervient le CNT, bien évidemment, puisque le CNT France qui a été lancé par des gens éclairés, hein, qui avaient fait ces analyses-là, qui avaient vu tout ce qui s'était passé, lui dit quoi? Plutôt que de se plaindre, etc., on va monter notre propre projet, on va dire voilà comment on aimerait que demain les choses se passent, voilà comment on aimerait que désormais ça soit pas des révolutions qui fassent changer les choses, mais que ce soit des évolutions, premièrement, et que parmi ces évolutions, on ait, par exemple, le fait d'arrêter de se faire représenter. Pourquoi se faire représenter? On a tous les moyens techniques aujourd'hui de choisir par nous-mêmes. On a tous les moyens techniques, intellectuels et d'accès à la connaissance de choisir par nous-mêmes sans passer par des spécialistes, autrement que quelques spécialistes qui vont réduire une problématique à un choix logique, tout simplement. Et on a besoin de bon sens pour les choix logiques. On n'a pas forcément besoin d'être des super intelligents dans tel ou tel domaine. Donc voilà. Donc tout ça, ça a été poussé.
mis en avant, et puis le CNT l'a promu et est en train de le promouvoir et de le faire vivre alors, au travers des commissions dont on a souvent parlé jusqu'à maintenant, bien entendu. Les commissions qui font la preuve que justement on peut faire de la politique, c'est-à-dire du vivre ensemble, en étant parfaitement responsable de nos actes et de nos paroles, et en étant des gens d'en bas qui sont capables de réfléchir et qui n'ont pas besoin d'avoir au-dessus d'eux ou à côté d'eux ces gens, des personnes qui se disent des politiciens professionnels, qui savent mieux que tout le monde ce qui est bien pour nous les êtres humains, parce qu'eux ils savent et nous on ne sait pas bien. Voilà, c'est l'argument essentiel. Hein, voilà. Ouais, je t'écoute. Justement, Philippe, par rapport justement à ce que tu viens de dire juste maintenant, et comme l'a dit tout à l'heure Sylvain aussi, la pire, je dirais la plus parfaite dictature, c'est celle qui fait croire à la population qu'elle est libre. Et ça se base sur de la propagande, des informations qui sont de la désinformation, où on assène à la population des mensonges qui, à force d'être répétés, font croire aux gens que ce sont des vérités. Et on finit par faire croire à la population que des gens comme nous qui voulons vraiment créer un système démocratique, que nous sommes des illuminés, je dirais ou comme certains le disent aussi, des complotistes, etc. Mais comme tu le disais tout à l'heure, les pierres guides, les guidstones de Géorgie, où tout est gravé sur le granit, elles ne sont pas virtuelles, elles existent bien. Ce sont des blocs qui font 7 mètres de haut et qui existent bien. Donc il y a bien derrière tout ça un complot mondial qui est dirigé par un certain nombre de personnes, mais évidemment, ces gens-là ne veulent pas que ça se sache. Mais le château de cartes est en train de s'écrouler actuellement. Et c'est pour ça qu'à la place de la devise de la République dont tu as parlé, liberté, égalité, fraternité, moi, de mon côté, je préfère dire que le CNT, c'est la voix du peuple et que la devise du CNT, peuple, paix, justice, partout où nécessité fait loi, c'est quelque chose qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin pour la liberté réelle de la population. La République nous prend pour des pigeons, la démocratie aujourd'hui nous prend pour des moutons, nous pourrions faire une contraction. La République actuellement et la démocratie nous prennent pour des moujons. À quand une vraie démocratie participative et directe ? Eh bien, nous avons les meilleurs espoirs avec le CNT. Merci Bruno, merci Philippe. Notre prochain rendez-vous d'actualité, ce sera vendredi à 20h30. Excellente soirée.